Recevoir. Bon, ce soir, on a le plaisir de recevoir un universitaire de renom, M. Arignon, spécialiste entre autres des questions de défense nationale, et un spécialiste du monde slave, autour d'un livre qui vient d'être réédité en français, les mémoires, plutôt un mémoire, qui est un pamphlet aussi, et un rappel historique, très circonstanciel. C'est lorsque la Russie bolchevique abandonne l'Ukraine. Lénine dira plus tard, les bourgeois sont tellement bêtes qu'ils vous vendraient même la corde pour les pans. Malheureusement, il n'a pas eu le temps. Et à cette époque-là va surgir un mouvement nationaliste qui a ses prolongements jusqu'à aujourd'hui. Les fractures de l'Ukraine moderne sont incompréhensibles sans un regard historique sur la longue durée. D'abord, il faut se rappeler que l'Ukraine, c'est le berceau de la Russie, d'une part, que les fractures actuelles s'expliquent par les conflits du XXe siècle, la Grande Famine, et aussi la répression bolchevique ou stalinienne, dont on paie aujourd'hui les frais. Volkansky, qui est-il? Il appartient à une vieille famille de la grande noblesse russe. Un de ses ancêtres au XIIIe siècle a été martyr dans la Colonne d'Or, refusant de sacrifier au rite païen. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce personnage? Une famille au XIXe siècle a tendance un peu libérale. Son père lui-même était décembriste, ce qui n'empêchera pas de jouer un rôle politique à la cour très important. Lui-même a été, jusqu'à la fin de la monarchie, respecté pour son intégrité intellectuelle et morale, malgré certaines calomnies. Et il va reprendre toute l'histoire de l'Ukraine pour prouver, lorsque l'Ukraine est devenue autonome, que c'est un territoire qui appartient à la Russie, ou du moins qui est dans l'orbite russe. Et que voit-on dans ces conflits? L'intervention de l'Allemagne au XIXe, au XXe et encore aujourd'hui. Et le peuple ukrainien, du moins qui a été ballotté entre la Pologne, la Lituanie, du moins la partie ouest, qui est plus ou moins tournée vers l'Europe, qui est de tradition byzantine mais unie à Rome. Malheureusement, cette église-là a tendance à courir après les agités de Maïdan, et on est très loin des attitudes d'une grande figure de l'église ukrainienne catholique, Monseigneur Chepinski, l'archevêque majeur de Lviv, qui était très proche des slavophiles. Alors ça s'explique en partie, parce que moi j'ai connu autrefois un moine qui était le supérieur général des Studites, et il n'y avait pas de différence entre lui, il avait été ordonné au goulag, entre lui et certains orthodoxes russes. Il n'y avait pas de problème de nationalité. Ça s'explique sans doute par la formation reçue par ce jeune clergé, qui fait leurs études en Europe, dans différentes universités dites catholiques, que ce soit Paris ou l'Allemagne. Je pense à l'avoir assez dit, je vais vous céder la parole, et tout à l'heure je vous inviterai à acquérir le livre, qui est vendu avec réduction. Vous ne le regretterez pas, à la fois pour le... ça se lit comme un roman, et ça donne vraiment des clés pour comprendre la situation actuelle. À vous, cher ami. Merci, Pierre. Eh bien, merci beaucoup. Je suis très honoré d'avoir été sollicité pour venir vous présenter devant vous ce livre d'Alexandre Volkansky, que je n'ai pas, vous le devinez, écrit, puisque c'est le général Volkansky qui l'a écrit, mais pour vous donner ici des clés de lecture, car ce n'est pas un livre qui
peut être saisi si on n'a pas un certain nombre de clés. Alors, le berceau de la Russie, est-ce l'Ukraine? C'est très discutable. Le berceau de la Russie, moi je dirais, c'est le Dniepr. C'est pas la même chose. Dans le récit fondateur de l'histoire russe, la Kievskaya Rus, le mot Ukraine n'existe pas. Il faut le savoir. C'est un mot qui apparaît seulement au XIIIe siècle, fin XIIe, et encore pour des régions septentrionales, et donc, vous voyez, et qui signifie le concept de marche, une zone vide d'habitants, une zone dans laquelle un no man's land, on dirait aujourd'hui. Alors, je voudrais vous parler de ce livre. Pourquoi? Ce livre a été écrit en 1920. Et si vous voulez le comprendre, il faut véritablement nous replacer, et je vais essayer de le faire avec vous dans le temps qui m'est imparti, dans trois directions. Je voudrais souligner devant vous. La première direction, c'est qu'est-ce qui se passait en Europe de 1870, si vous voulez, à 1914, juste avant la Première Guerre mondiale. Puis, ensuite, les traités de Versailles, mais de Saint-Germain et de Trianon, qui ont certainement profondément ulcéré, marqué le général Alexandre Volkonsky. Et le troisième point que l'on verra avec vous, c'est une réflexion plus générale parce qu'il termine sa vie, non pas comme général de l'armée russe, il termine sa vie comme prêtre uniate de l'Église catholique de Rome. Et donc il faut voir ces trois aspects qui se retrouvent dans ce livre. Alors, pour ce qui est du premier aspect, que se passe-t-il dans cette Europe des années 1870-1914? Eh bien, il faut d'abord rappeler ce qui est décisif, quelques éléments de naissance de la slavistique européenne. La slavistique européenne est née et s'est développée à Vienne. Vienne dans l'Empire austro-hongrois au XIXe siècle et au début du XXe siècle. L'épicentre des mouvements linguistiques qui vont donner naissance aux langues ont pour cœur Vienne. Et c'est assez tardivement que les peuples dits des Slaves du Sud et d'Europe centrale sont animés, excusez-moi ce terme latin, je sais qu'en France aujourd'hui c'est plus porté, ce qu'on appelle la libido scienti, de ce goût pour la lecture, pour la science, que ces Slaves du Sud cherchent à assumer. Se prépare ainsi la fameuse et la célèbre Renaissance slave qui voit s'affirmer véritablement une nouvelle. Par conséquent, c'est autour de ce pôle viennois que vont se développer toute une série de langues. Je passerai à organiser les premières recherches linguistiques concernant l'apparition des langues slaves. C'est là Saint Cyril, qui a vécu vers 812-869, son frère Saint Méthode, qui a vécu vers 826-885. Ce 9e siècle, vous le voyez, eh bien, on produit des ouvrages, des textes que nous possédons. Ce vieux slave, cette langue slave, se serait formée d'ailleurs en Pannonie et qui est à l'origine de la théorie pannonienne d'un certain Kopitar qui lui a vécu au XIXe siècle. Alors, ce que je voulais vous dire, ce qui est important, c'est que ces langues slaves sont nées sous deux rameaux. Un rameau qui va donner la glagolite, c'est Saint Cyril et Méthode, et je ne fais que me désespérer de mes amis russes, qui aujourd'hui
ne cesse d'élever des statues magnifiques en bronze à Saint-Cyril et Méthode, mais sur le cartouche qu'ils tiennent, on met l'alphabet cyrillique qu'ils n'ont pas inventé. L'alphabet glagolite, c'est celui qu'ils ont inventé dans les années 860-870 et qui a connu un très grand développement chez les Slaves occidentaux, notamment en Croatie. L'autre branche, c'est l'alphabet cyrillique, qui est né, lui, un siècle plus tard, dans les années 950, à Prespa, dans l'Empire bulgare, et qui va être inventé par Naum d'Okhrid, qui va lui donner le nom d'alphabet cyrillique, parce que Naum était tout simplement l'élève de Cyril et Méthode. C'est par hommage à l'un et l'autre. Or, en Russie, vous n'avez pas de glagolite. Vous n'avez que du cyrillique. Et donc, c'est tout à fait important. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est que dans ce contexte où on se penche sur les textes, on étudie les langues, eh bien, ces langues du Sud vont s'organiser. Elles vont s'organiser les unes après les autres, et je passe, ça va d'abord être le serbo-croate, Vienne, c'est tout ça part de Vienne, hein. C'est en Autriche-Hongrie que ça se passe, et y compris l'ukrainien. La langue ukrainienne était composée d'une multitude de variétés dialectales qu'on peut répartir en 3 groupes. Je pense que ce n'est pas le lieu ici d'insister là-dessus. Mais finalement, au XIXe siècle, on commence à enseigner un ukrainien standard, considéré comme le seul bon ukrainien, mais qui n'est parlé que par moins de 1% de la population. Une population exclusivement urbaine, et plus précisément de Kiev, et que la plupart de l'ukrainien dit urbain, ce qu'on appelle l'ukrainien urbain, se divise en 2 branches, celui des villes à majorité ukrainophone, celle de l'Ouest, évidemment, et celui des villes à majorité russophone, celle de l'Est, qui ont des langues qui sont différentes, mais qui permettent quand même de se comprendre de l'un à l'autre. Et il faut ajouter qu'entre ces 2 langues, il y en a une troisième qui, elle, est beaucoup plus répandue, celle que vous connaissez peut-être pas, que vous entendez très rarement parler, le sourrisk. Alors le sourrisk, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la langue la plus répandue en Ukraine, même aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la langue qui mêle dans la conversation l'ukrainien et le russe dans un rapport exclusivement personnalisé. Si vous êtes d'origine ukrainienne, il y aura plus de mots ukrainiens. Si vous êtes russophone, il y aura plus de mots russes. C'est ce qu'on appelle le sourrisk. Eh bien, voilà ces éléments. Alors, tout ça pour vous dire que petit à petit, la langue ukrainienne va se former à partir linguistiquement parlant, de 14e, 15e siècle, mais ce n'est pas important. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que notre prince Volkonsky, notre général prince Volkonsky, lui, eh bien, va être confronté à cette problématique. Il va être confronté comment et pourquoi. Il va être confronté, et tout son livre repose là-dessus, tout son livre repose sur la lecture de 2 monuments de l'histoire. Il oppose page à page, ligne à ligne, qui? Eh bien, il oppose Vladimir Kliutchevski, l'auteur, le célèbre auteur du manuel d'histoire russe, qu'il oppose évidemment à Hrushevski, qui est lui l'auteur d'une histoire de l'Ukraine. Vous avez là 2 monuments, Kliutchevski et Hrushevski. Il faut que vous imaginiez qu'ils se sont chacun, l'un pour le monde russe, c'est un Renan, c'est-à-dire dont la puissance intellectuelle historique exceptionnelle et
la qualité linguistique de l'écriture en font un tel chef-d'œuvre qu'en 91, lorsque l'URSS a disparu, eh bien, qu'ont fait les Russes? Ils ont réédité massivement les ouvrages de Kliouchevski, qui avaient pourtant un siècle, pour les diffuser à la jeunesse dépourvue d'instruments de travail. Donc vous voyez, vous avez là des personnages qui sont hors niveau, qui sont d'une qualité exceptionnelle, aussi bien dans un camp que dans l'autre. Alors ces deux personnages, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont de différence? Et c'est tout là que se joue le livre. Ils ont deux problématiques historiques qui sont opposées. Vous vous en seriez douté. Kliouchevski, le russe, si vous voulez, pour simplifier, c'est-à-dire celui qui écrit au nom de la Russie. Pour Kliouchevski, l'important, le principal objet de l'histoire, et je cite, c'est l'homme en lui-même n'est point l'objet de l'étude historique, son objet, c'est la vie des hommes en commun. Kliouchevski est le premier à avoir instauré la sociologie dans la démarche historique. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le mouvement des individus les uns à côté des autres, mais ce qui l'intéresse, c'est la globalisation des hommes et des femmes qui vont construire ce pays. Et pour lui, bien évidemment, il y a une filiation naturelle entre la fondation de la Kievskaya Rus, qui a été fondée, vous savez, sous la dynastie éponyme des Rourikides en 862 avec le fameux appel au Vareg, puis surtout avec deux règnes exceptionnels, celui de Vladimir le Grand, qui règne de 978 jusqu'en 1015, puis de Yaroslav Moudry, Yaroslav le Sage, qui lui règne de 1019. Pourquoi le hiatus de 4 ans? Ce sont les guerres civiles, les guerres intestines, qui règne de 1019 jusqu'en 1054. Et c'est ce dernier Yaroslav Moudry, Yaroslav le Sage, sous le règne duquel la ville de Kiev va connaître un développement phénoménal, et que la dynastie des Rourikides devient, on peut le dire, une des plus importantes dynasties de l'histoire européenne, puisqu'il a fourni à peu près toutes les dynasties jusqu'en Irlande, ses fils ou ses filles qui ont épousé des rois de France. Pour la France, pour nous, vous le savez bien, Anna Yaroslavna a épousé Henri Ier de France, et elle a apporté dans la dynastie des Capétiens un prénom jusqu'alors inconnu, Philippe, le nom de Philippe, un prénom grec. Et elle a souscrit les diplômes royaux de sa main en latin et en slavon, Anna Reina. Donc vous voyez, ce qui vous donne une... Mais ils ont épousé également des Polonaises, des Suédoises, etc. C'est-à-dire c'était une dynastie absolument extraordinaire. Et donc, pour Kliouchevski, il y a une continuité qui est naturelle dans l'histoire entre cette époque de la Kievskaya Rus à son apogée sous les deux règnes de Vladimir et de Yaroslav, apogée qui va se transférer, se développer avec le concept de transfert, de même que de Rome italienne, eh bien son prolongement est la deuxième Rome, Deutérae Romae, comme on dit en grec, Constantinople. Eh bien cette Deutérae Romae va se transporter à Kiev d'abord, à Vladimir ensuite et à Moscou enfin. Donc vous voyez, l'histoire russe est placée dans une lisibilité extrêmement précise qui marque l'aboutissement, si vous voulez, d'un processus. Cet aboutissement sera assumé au XVIe siècle, lorsque le moine Éléazar du monastère des Grottes de Pskov écrira à Vassili III en lui disant «
la première Rome est tombée sous le coup des Vandales, la deuxième est tombée sous le coup des Turcs, la troisième Rome est debout, Trieterim stait, Tchedjornomoniet, et de quatrième, il n'y aura pas. Ce qui donne évidemment à Moscou, vous le voyez, une puissance et une force idéologique majeure. En face de cela, et tout le livre repose là-dessus, hein, en face de cela, qui vous avez? Eh bien, vous avez Rouchevski. Alors, Rouchevski, qui a vécu de 1866 à 1934, ils sont à peu près contemporains tous les deux. Klyuchevski et Rouchevski, à 10 ans près, sont des contemporains. Rouchevski, lui, au contraire, l'auteur de l'histoire de l'Ukraine russe, eh bien, qui, lui, va être, comment dirais-je, séduit par une autre conception de l'histoire. Il voit, au contraire, dans l'histoire, une sorte de naissance spécifique qui va apparaître sous de tout petits éléments avant de rayonner. Alors, cette vision de l'histoire qu'a Rouchevski va être évidemment extrêmement importante. Pourquoi? Parce que Rouchevski va essayer de trouver, en dehors des textes historiques, des éléments qui montrent que la société du Xe siècle avait déjà en son sein des traits ukrainiens. Comme il ne peut pas s'appuyer sur le récit des temps passés, sur la Poviet, sur l'Yéménir-Liet, il n'a pas ces éléments-là. Le mot n'existe pas. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va utiliser les bilines, c'est-à-dire les chants populaires, qui sont des chants qui ont été mis par écrit seulement au milieu du XIXe siècle, et dans lequel il s'afforme, il veut voir des éléments qui remontent au passé le plus lointain, qui prouvent qu'à Kiev, déjà, la société ukrainienne était en germe, et ce germe ne va éclore qu'au XIXe siècle et au XXe siècle. Donc vous voyez les deux démarches historiques qui sont extrêmement différentes. Ils sont véritablement opposés complètement les uns aux autres, et cela va évidemment créer un certain nombre de tensions. Alors tout ce livre est basé sur les oppositions. Vous comprenez bien que Klyuchevski, et surtout le général qui connaît sur le bout du doigt la chronique des temps passés, a beau jeu de pointer les textes tronqués que cite Rouchevski en disant « vous voilà, c'est un faussaire, vous êtes en présence d'un faussaire de l'histoire ». Vous voyez? Et alors, c'est amusant de lire les textes côte à côte, et au passage, ça nous appelle aujourd'hui à une très grande réflexion, car figurez-vous que ça n'a pas nécessairement changé. La pratique des ciseaux dans l'argumentaire historique ne s'est pas arrêtée au XIXe siècle. Chaque chercheur a une tendance naturelle à prendre d'abord les éléments des chroniques qui servent la dialectique de sa recherche, quitte à couper un petit peu ce qui est autour, pour donner plus de force à l'argumentaire. Et alors là, vous avez dans ce livre-là un véritable éblouissement de cette pratique. Il le fait véritablement d'une façon remarquable. Alors, ces deux hommes qui sont tous les deux des hommes politiques, en même temps qu'ils sont des historiens, ils atteignent le sommet des hiérarchies, eh bien, chacun va débattre pour son camp. Alors, pour ne pas rester là-dessus, voilà, le fondement du livre, il est là. Il est dans cette discussion que vous avez entre Rouchevski et Klyuchevski.
Alors, le deuxième point que je voulais, l'autre point, donc vous voyez, dans ce monde en pleine effervescence qu'est la Vienne du 19e siècle avant la guerre, eh bien, ces débats sont omniprésents. Ils agitent ce monde, ils le pénètrent, ils sont... Rouchevski n'a pas réussi à se faire élire professeur à Kiev. C'est pas un hasard. Il était prof à Lviv, ou Lvov, ou Lemberg, à votre convenance. C'est la même ville. C'est le nom, Lvov, c'est le nom russe, Lviv, c'est le nom ukrainien. Et puis, on peut mettre tout le monde d'accord avec Lemberg, qui est le nom allemand. Et donc, vous avez ces éléments-là. Il était professeur à Lvov, c'est-à-dire dans la partie, évidemment, autrichienne. Vous comprenez pourquoi ceci est extrêmement majeur de bien connaître ça. Alors, ce texte, cet affrontement de deux historiens, de deux écoles historiques, qui sont en direct, en prise directe l'une contre l'autre, eh bien, va intéresser le général, bien sûr. Alors, notre général en question, je voudrais vous en dire simplement deux mots. Deux mots pourquoi ? Eh bien, on vous a très bien présenté, je ne vais pas revenir sur le passé du général Volkonski, mais simplement, je voudrais vous dire deux choses de Volkonski. Volkonski est un général un peu particulier. Particulier en quoi ? D'abord par sa carrière. C'est un homme brillant, incontestablement brillant, qui a fait toutes les écoles possibles, qui a été envoyé sur le front oriental, notamment du côté du Japon, et qui là, en 1899, je crois, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, eh bien, il a publié un état des lieux, avant la guerre, qui va avoir 1905, un état des lieux assez dramatique, dans lequel il dit carrément que la Russie doit le plus rapidement possible moderniser et réformer son armée si elle veut être en mesure de faire face à un conflit qui s'annonce imminent. Et donc, le général Volkonski avait parfaitement lu que la pression, si vous voulez, du Japon allait déboucher sur un conflit rapide. Et il a tiré la sonnette d'alarme. Et ceci est très très important. Alors, le général Volkonski, c'est la première chose que je voulais dire de lui. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, pour rester dans les temps qui me sont impartis, et on pourra discuter après si vous le voulez. Volkonski, ensuite, est un homme qui a servi l'armée russe, bien sûr, à différents postes de commandement, et c'est un homme qui a publié ses remarques. Il faisait état, c'est par la grande muette, si vous voulez, il faisait état de ce qu'il considérait comme devant être donné. Et par exemple, dans un journal qui c'est Russkie Vedomosti, il développe une polémique avec le prince Dolgorouki. Ce prince soutient qu'à une époque de tension entre le gouvernement et le peuple, l'armée ne peut pas rester hors du politique. L'armée doit-elle choisir son camp ? Volkonski répond non. Il défend l'idée que l'armée doit rester en dehors des partis politiques. Donc vous voyez, c'est un homme qui sait s'engager et qui sait utiliser la presse. De même, Volkonski a utilisé et a réfléchi à toute une série de réformes militaires. En 1907, on est près de la guerre, il écrit un livre sur l'armée, sous un pseudonyme, de Volgin, il faut quand même rester prudent. Eh bien, il déclare ceci, il examine les réformes du Conseil d'État de la Défense, qui avait été créé un petit peu auparavant, du Comité de défense et du Comité pour l'instruction de l'armée, et il trouve qu'il y a là de bonnes choses. En particulier, il veut partout introduire une sorte de collégialité des décisions pour qu'elles soient acceptées
il faut que les gens sachent un peu, de la transparence pour les attestations des officiers. Il est favorable à l'instauration de privilèges pour les surservices d'urgence des sous-officiers. Et il porte une grande attention aux nouvelles recrues qui doivent être bien examinées, notamment pour les soins de santé. Donc toute une série de mesures destinées à donner à l'armée russe une meilleure assise, si vous voulez, et une meilleure activité militaire. Donc vous voyez, l'homme est particulier. Alors, cet homme particulier, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, ça se passe pourtant assez mal. Et ça va se passer même très mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'incident que je voudrais? Il y en a d'autres, mais celui que j'ai retenu. En 1912, vous voyez, on approche de la guerre. Hein. En 1912, la carrière de Volkonski, jusqu'alors parfaitement réussie, s'arrête. Elle s'arrête pourquoi? Eh bien, à la mi-août 1912, il arrive en congé. Ça arrive aux militaires. Et il arrive en congé à Saint-Pétersbourg. Et il est invité à quoi? Général, prince général, au 100e anniversaire de la guerre patriotique de 1812. 1912-1812. Et là, à cette occasion, lors d'une réunion, il fut décidé de présenter un message solennel à l'empereur Nicolas II. Et le message commençait par cette formule, je vous la cite, « À notre autocrate ». Volkonski refuse de signer. Il refuse de signer. Et pourquoi refuse-t-il de signer? Mais il refuse de signer en estimant, vous voyez que c'est important de bien connaître l'évolution de la Russie, le titre d'autocrate changeait le caractère du message et en faisait un texte partisan, dans un esprit de parti, du parti de l'Union du peuple russe. Il estimait que ces partis politiques étaient des... Et Volkonski, pour lui, il considère que depuis le manifeste de Nicolas II, du 30 octobre au 17 octobre 1905, la Russie ne se présentait plus comme une autocratie, mais comme une monarchie constitutionnelle. Donc vous voyez que tous les événements de 1905 à 1912 avaient accrédité petit à petit l'idée d'une monarchie constitutionnelle. Alors le résultat, vous le devinez, est dur. On lui demande évidemment de s'excuser. On lui demande même de présenter une requête pour proposer sa démission avec un avertissement qu'en cas de manquement, il serait purement et simplement révoqué. Quand cette situation éclate, Volkonski n'est plus, quand cette crise éclate à Pétersbourg, bien sûr dans la monarchie, il n'est plus à Pétersbourg, il est revenu en Italie où il exerce un commandement. Mais là, il va accepter ce qu'on lui propose et il demande sa mise en retraite pour des raisons de santé et les médecins italiens diagnostiquent une bronchite à caractère tuberculeux. Et par décret du 9 décembre 1912, donc c'est fini en 1912, l'agent militaire en Italie, le colonel de l'état-major général, le prince Alexandre Volkonski, est mis à la retraite avec droit de porter son uniforme et de percevoir sa pension. Alors, l'autre point sur lequel je voudrais attirer, et ce dernier point, et il sera là, en Italie, il ne retournera plus en Russie, et c'est de là qu'il va gagner les troupes du général Wrangel. Il sera un des principaux collaborateurs de Wrangel. Un autre événement que je voudrais évoquer devant vous, et on pourra en parler d'autres. L'autre événement, c'est l'enterrement de sa mère. L'enterrement de sa mère qui a posé un vrai problème. Alors, en quoi cet enterrement a-t-il posé un problème? Eh bien, tout simplement, sa mère s'était convertie au catholicisme.
quand elle est décédée, cette pauvre femme, il a fallu l'enterrer. Et il a voulu l'enterrer dans la chapelle des Volkonski. Mais la chapelle des Volkonski se trouvait sur un cimetière qui était orthodoxe. Donc l'évêque de Saint-Pétersbourg lui a refusé. Impossible d'enterrer sa mère. De là, il est parti à Revel, où on a discuté, on est plus loin de Saint-Pétersbourg, c'est moins précieux. L'évêque refuse aussi l'enterrement de sa mère. Alors on finit par se mettre d'accord, on lui donne 4 minutes pour déposer le corps de sa mère dans la chapelle, le relever et l'enterrer, incognito. Et donc vous voyez que c'était une chose qu'il a très mal supportée. Il a négocié longuement avec son père pour l'enterrement de sa mère, lui, et cela il l'a très mal supporté. Alors ce passage-là est assez intéressant, parce qu'une des choses que je voudrais bien souligner devant vous, c'est que dans les années 1870-1914, eh bien figurez-vous que tout cet ébrouement culturel et intellectuel qui se fait à Vienne, en Autriche, vous révèle, à contrario, que les Russes sont totalement absents de ces champs de création linguistique et historique. Et pour quelle raison? Eh bien, vous la connaissez, la raison. Parce que les Russes, dans cette époque-là, sont totalement focalisés sur Paris, sur la France. Et ce qu'on ignore souvent, c'est que dans ces 3 décennies qui précèdent la guerre 14-18, eh bien non seulement beaucoup de Français ont mis la main au portefeuille, les emprunts russes, pour payer les déploiements. Voilà, madame, je vois que c'est célèbre en France. Beaucoup de Français qui avaient un enthousiasme pour la Russie ont abondé très largement les emprunts qui étaient lancés pour la Russie. Mais ce qu'on ignore aussi, c'est que, en même temps que les emprunts, une immigration, ce qui est rare chez les Français, française, qu'on commence maintenant à repérer de façon de plus en plus intensive, est partie de France en Russie, où il trouvait un excellent accueil, dans la mesure où toute l'aristocratie russe était francophone, francophile, ils apportaient leur savoir technologique, et avec les Français, qu'est-ce qui venait? Il venait le développement de la catholicité. Ces Français étaient chrétiens, mais chrétiens catholiques. Et ce christianisme catholique, avec Vatican I qui va poser le problème de la foi et de la raison, eh bien, a joué un rôle extrêmement important en Russie. En Russie, pourquoi? Parce que les Russes, qui étaient très tournés vers l'art, la culture, vers la France, etc., se sont très vite rendus compte qu'un de leurs problèmes, une de leurs problématiques, c'était la déstabilisation de leur Église. Leur Église, ne l'oubliez pas, depuis Pierre le Grand, est présidée par un laïc. En l'occurrence, à cette époque-là, c'est Pobiedonostsef. C'est-à-dire, il n'y avait pas plus de patriarche. Il n'y avait plus de tête pour conduire cette Église. Et ils voyaient, vous voyez le regard à contrario, les catholiques, eux, tout à fait agités dans les débats qui ont marqué Vatican I, avec ce débat sur la foi et de la raison, mais avec, à la tête, le pape. Alors, vous voyez, cette lecture-là est très intéressante. Et ça va jouer, à mon sens, et là je n'engage que moi, un rôle important dans la décision, en 1917, dans l'élection d'un patriarcat, la reconstruction d'une identité orthodoxe avec à sa tête un patriarche russe. Et c'est très important, parce que ça va redonner à cette Église un dynamisme, une force qu'elle n'avait pas perdue, mais qu'elle ne pouvait plus manifester dans les
je dirais, dans la situation où elle se trouvait. Et donc cette Russie des années qui précèdent immédiatement la Première Guerre mondiale est une Russie en pleine évolution, en pleine, je dirais, en pleine transformation et qui regarde vers la France. Le reste, les Serbo-Croates, les Ukrainiens, terre perdue. Et donc vous comprenez ce qui s'est passé. C'est que les Russes, porteurs d'une riche civilisation, c'est le triomphe de l'Empire, hein, c'est la grande époque où se succèdent depuis Catherine II tous les empereurs, c'est la grande expansion vers le sud, c'est la puissance russe qui est en pleine puissance. C'est l'époque le cercle d'argent de la littérature, c'est l'époque où la danse, la musique, la littérature, l'histoire assument à la Russie un état de civilisation exceptionnel. Et cette Russie ne voit le pendant de cette culture qu'en France. Ça passe très bien. Et c'est d'ailleurs là que la danse, la musique et la littérature française et les auteurs vont venir. C'est tout à fait clair. Tout ce qui est au sud est littéralement, passez-moi l'expression, abandonné, et abandonné en plus, sans véritable discernement. Ils vont interdire la langue ukrainienne, ils vont interdire les livres ukrainiens, l'enseignement en langue ukrainienne. C'est-à-dire que la Russie impériale va prendre des mesures dans les années 1860-1870, des mesures, non pas de rétorsion, mais des mesures cherchant à marginaliser ces aspirations linguistico-culturelles qui sont portées par Rouchevski ou les autres, aussi bien les Slaves, et qui vont faire capoter tout cet ensemble. Et donc vous voyez ce drame vécu. Alors, j'arrive à mon quart d'heure, j'ai encore 2 minutes. Je voudrais simplement, pour terminer, vous dire une seule chose. Ce qui me semble important, c'est que le prince, il est en Italie. Et il assiste à quoi? Eh bien, il ne remontera pas, il ne repartira pas à Saint-Pétersbourg, il va rester fidèle à l'Empire, il va rejoindre, je vous ai dit, Wrangel, et donc il sera un des collaborateurs les plus solides et les plus forts, et il va, je crois que c'est en 1930, se convertir à l'église uniate. Alors, l'église uniate, si certains ne la connaissent pas, qu'est-ce que c'est que l'uniatisme? Juste en 2 mots. Au concile de Ferrare-Florence en 1439, eh bien, il y a eu une tentative d'union des églises. Cette tentative a été votée, elle a été signée par le métropolite russe qui s'appelait Isidore. Seulement, quand il est revenu en Russie, il s'est fait arrêter et on l'a laissé repartir et il est retourné en Italie. Et le pape, en le voyant revenir, c'était l'échec de l'union. Elle a échoué en Russie comme elle a échoué d'ailleurs à Constantinople. Et il va se servir de ce métropolite Isidore pour en faire un cardinal de l'église uniate romaine, dont le cœur est à Lvov. Alors, cette église uniate-là, c'est-à-dire l'Ukraine de l'Ouest, cette église uniate, dont je tiens ici à dire combien elle a été persécutée. Si église de martyrs il y a, je crois que l'église uniate occupe un rang élevé dans la hiérarchie, malheureusement, des églises martyrs. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, elle n'a pas été martyrisée, surtout par les soviétiques. Les plus durs vis-à-vis de l'église uniate ont été les catholiques, et en particulier les Polonais. Lorsque Jean-Paul II a voulu inaugurer une église uniate à Varsovie, Monseigneur Glemp, primat de Pologne, a refusé d'assister à l'inauguration. Donc une église qui a été martyrisée par les catholiques, parce que pour un catholique polonais, on est forcément latin, par définition, et en rite romain, et non pas en rite slave, parce que cette église uniate célèbre selon les rites slaves, et en langue, en slavon. Et donc, par conséquent, vous comprenez que ça joue un désordre.
Alors, cette église-là, aujourd'hui, c'est cette église-là, malheureusement, qui, trop souvent, à mon sens, comme vous l'avez dit, Père, a collaboré avec des événements qui se sont passés à Kiev, à Maïdan. Vous avez vu qu'il n'y avait pas que les prêtres et que les évêques qui ont collaboré. Il y a aussi des fonctionnaires européens, mais eux, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Donc, on peut peut-être leur pardonner. Je pense à une dame anglaise, baronne, ici devant Ashton, qui se fait prendre en photo à Maïdan avec des gens qui ont 88 sur leur casse et 88 sur leur bouclier. Vous savez que le 8-8, vous savez ce que ça veut dire? 88, c'est Heil Hitler. Le H quand vous commencez l'alphabet par le haut, ou le S quand vous le commencez par le bas. Que des fonctionnaires européens n'aient pas eu connaissance de ça, ça vous donne le niveau de ce que j'appellerais, moi, les sciences pipeaux. C'est démentiel, absolument ahurissant. Et bien voilà ce qui s'est passé. Alors, cette église Uniad, aujourd'hui, est une église qui est très active, qui réclame des édifices. Il y a 2 ans, j'ai assisté à Lvov à une cérémonie religieuse absolument extraordinaire. Alors, vous aviez la messe orthodoxe dans l'église et la messe Uniat sur le parvis. Alors, parce que l'église avait été donnée aux orthodoxes et les Uniates la revendiquaient. Donc, vous voyez, le prince Alexandre Volkonsky, il a été témoin de tout ça. Et qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit 2 choses. Il voit qu'à l'issue de la guerre, eh bien, l'Allemagne, traité de Versailles, à peu près, on ne fait pas trop de misère. Mais que les 2 autres traités de Sèvres et de Trianon ont littéralement dépecé l'Autriche-Hongrie. Là, il s'agit d'un dépeçage haineux. Il faut appeler les chats et chats. C'était l'objectif de Clémenceau, mais au point d'exiger que l'Autriche-Hongrie restitue tous les chefs-d'œuvre artistiques de la maison des Habsbourg depuis le XVe siècle. Eh oui, ils ont dû restituer tout, à Palerme, dans tous les musées du monde. C'est-à-dire qu'on a voulu casser la maison de Hongrie, non seulement en faisant exploser le territoire, la Hongrie a perdu pratiquement un bon tiers, voire les 2 tiers de son territoire, en partie Hongrie. L'Autriche a été réduite avec interdiction de se rapprocher de l'Allemagne, ce que voulaient les Autrichiens. C'est-à-dire que les prémices de Landslouch, ils sont là. C'était le vote des Autrichiens. On leur a refusé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une véritable accablement. Et on fait naître, alors du coup, la Serbie, le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, qui va naître à ce moment-là. On va recomposer l'histoire, si vous voulez, de ces pays, en s'appuyant sur ce fameux article, je crois que c'est l'article 11, des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui vont générer des entités géopolitiques qui vont être mises à mal très vite avec la Deuxième Guerre mondiale. Et je ne parle pas aujourd'hui ce qui est la suite logique de tout ça. C'est-à-dire que jusqu'à nos jours, vous voyez, dans cette Europe centrale, la négation et le non-respect, je dirais, des peuples, et la volonté de briser, de casser, de rebâtir des peuples, eh bien, a généré un état de crise quasiment permanent. Eh bien, cet état de crise, hélas, a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et c'est en ce sens-là que le livre du général Volkonsky est merveilleux et très intéressant, parce qu'il vous montre que finalement, vous n'avez pas aucune chance de vouloir construire l'avenir si vous ne respectez pas le passé. Je suis dans le temps. Hein. Alors, bien sûr, je me plie à vos questions, si vous avez des questions. Je pense qu'il y aura de nombreuses questions. Je voudrais vous poser une question latérale. Quelle est l'étymologie de glagolitique? Glagol, le verbe. C'est glagol, c'est le verbe. Glagolitique. Alors, vous savez, la langue glagolitique, nous avons énormément de manuscrits en glagolitique. Énormément, mais ils ne sont pas chez nous. Vous avez beaucoup dans la région de la Dalmatie. Voilà, le centre, c'est la Dalmatie et la Bulgarie. Et peu de gens savent que la messe dite de Saint Pie V était célébrée
Oui, dans cette langue. Dans cette langue-là. Et le glagolitique, si vous allez à l'Institut Ivan Douichev en Bulgarie, à Sofia, vous verrez des quantités de manuscrits en glagolite, qui est très différent du cyrillique. Alors, à un moment donné, son Excellence, l'ambassadeur de Croatie à Paris, au moment des ébrouements de toutes les, me trouve et me dit cher monsieur, vous savez, dans mon pays, on envisage de restaurer l'alphabet glagolitique. Oh, je lui dis, mais Excellence, c'est une excellente idée. On ne sera plus qu'une dizaine au monde à lire le courrier. Ça va sincèrement faciliter le travail. Parce que la langue glagolique, c'est une langue difficile. C'est celle de Cyril et Méthode, et non pas le cyrillique. Le cyrillique, c'est celle de Naoum Nochride, entre autres, qui va la créer après Spa, et la Russie n'a connu que celle-là. Il n'y a pratiquement pas de manuscrits en glagolite en Russie. Alors, il y a un cas particulier, mais je voudrais quand même vous le dire parce que j'ai écrit dans le livre, justement, sur la partie cyrillique, il y a le psautier de Reims. Le psautier de Reims, qu'est-ce que c'est? C'est le texte apporté, maintenant on le sait, par Anne de Kiev, rédigé, on vient de faire la datation, et j'ai contribué à cette datation dans les années 997, qu'avant l'an 1000, en cyrillique, qui est un psautier, qui est conservé au musée du Tau à Reims, mais ce manuscrit est un manuscrit recomposé. Donc, vous avez la partie cyrillique, 997, c'est celle qui intéresse les Russes, évidemment, au premier chef, et à côté, vous avez plusieurs feuillets d'un manuscrit glagolitique qui, lui, est du XIIIe siècle, vous voyez, beaucoup plus tardif. Donc, c'est un manuscrit qui a été recomposé et qui, aujourd'hui, se trouve au musée du Tau, qui a fait l'objet d'études importantes récemment, comme vous pourrez trouver au comité scientifique de Reims. Merci pour votre exposé très riche et très vaste. Ma remarque s'agit de que vous dites que les Russes ne sont pas vraiment intéressés à la fin du 19e siècle de ces affaires du Sud. Je ne suis pas tout à fait de cet avis. Par exemple, les témoignages de Pouchkine, son célèbre poème Mazepa. Oui. C'est sur l'histoire de Getman. Getman, c'est le chef des Cosaques. Le chef, enfin, gouverneur, on peut dire, de l'Ukraine, de l'époque de guerre de la Russie avec la Suède, la guerre qui était gagnée par Pierre le Grand. Et donc Mazepa, il prend le parti des Suédois. Pourquoi il prend le parti des Suédois? Ça, c'est Pouchkine décrit ça. Et ça, c'est jusqu'à maintenant cette vision des nationalistes russes, que c'est mieux. Parce que le peuple ukrainien, le peuple ukrainien, il a des complexes d'identité, au fond. Et les nationalistes ukrainiens, ils pensent que c'est mieux s'aligner avec le peuple lointain, comme les Suédois par exemple, que les Russes. Parce que si on s'approche des Russes, on risque de disparaître. Vous voyez? Et donc Pouchkine décrit les drames de cette Mazepa qui ne réussit pas, qui perd. Vous voyez? Donc il a maintenant l'actuel dirigeant d'Ukraine, leur projet de s'unir avec l'Europe de l'Ouest, sur toujours la même idée nationaliste, c'est mieux de s'approcher de lointain pour survivre, qui est à mon avis néfaste comme projet. Alors, si vous me permettez de répondre, d'abord, simplement pour vous dire que Pouchkine, c'est pas tout à fait la même période, c'est bien avant. Hein, moi, je vous parle des années 1870. Oui, ah oui, mais c'est sérieusement avant. Et puis, dans l'affaire Mazepa, il y a un homme qu'il faut quand même pas oublier, qui est Bogdan Khmelnytsky. Qui est côté russe. Oui, mais alors pourquoi il est côté russe? Parce que ça aussi, il faut le dire.
c'est que les Ukrainiens se sont soulevés. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportaient pas la catholisation forcée que leur infligeaient les Polonais, l'interdiction de la langue ukrainienne que leur infligeaient les Polonais qui ont mis à sac ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine de l'Ouest, si vous voulez, tant qu'elle était sous leur tutelle. Et donc Mazepa s'est allié aux Suédois, peut-être pas parce qu'ils étaient loin, mais pour peut-être une autre raison. C'est-à-dire, et là je suis d'accord avec vous, les Suédois, excusez-moi, sont ceux qui ont battu les Polonais, qui ont battu les Prussiens, qui ont battu les Hongrois. C'était la puissance absolue. Et là, je vais vous dire que les Ukrainiens, dans leur histoire, le plus fort, ben voilà. Ils s'alignent plus fort. Et souvent, ils se trompent. Et ils se sont trompés, là, en l'occurrence. Et Bogdan Khmelnytsky, lui, et ce qu'on ne sait, vous voyez, il y a des choses qu'on ne dit pas. On le sait, mais on ne le dit pas. On dit Bogdan Khmelnytsky, vous savez, Bogdan Khmelnytsky, je suppose que certains d'entre vous, vous êtes allés à Kiev, peut-être pas. Eh bien, en face Sainte-Sophie, vous allez le voir tenant son bâton d'Hetman sur son cheval et qui indique la direction de Moscou. Et puis si vous allez sur le Dniepr, vous verrez l'Arche d'Union, ils veulent le démolir, je ne sais pas où ils en sont, cette Arche d'Union, peu importe. Mais ce qu'on ne doute pas, vous voyez, dans les histoires très marginalement, c'est que ça c'est l'union de l'Ukraine à l'Empire russe ne s'est pas passée, excusez-moi l'expression, toute seule. C'est-à-dire que la Douma des boyards a refusé 3 fois d'accepter l'Ukraine au sein de l'Empire. Il a fallu excéder le tsar fasse une pression très forte pour qu'enfin la Douma des boyards accepte l'entrée de l'Ukraine, ce qu'on appelle l'Ukraine aujourd'hui, dans l'Empire russe. Donc vous voyez que ça ne s'est pas passé toujours très très facilement. C'est pas ça n'a pas été une entrée fastueuse avec la joie, la fête. Il y a eu des tensions extrêmement vives dans ces régions. Des deux côtés. Des deux côtés. Monsieur, madame. Mais alors maintenant, si vous voulez, le problème maintenant, vous voyez, moi je suis en relation permanente avec l'Académie des sciences. Piotr Petrovitch Solochko est un ami personnel, et toute l'équipe qui fouille à Kiev, ce sont tous des collègues à moi. Je suis les événements au téléphone souvent avec eux. Ils sont tous pro-russes. Ils sont tous favorables à la Russie. C'est assez extraordinaire. Mais le problème n'est pas là. Alors aujourd'hui, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut bien voir. Si vous voulez, si vous me permettez de faire cette excroissance, je crois qu'il faut d'abord sortir de la tête, pas de vous, vous qui êtes des gens cultivés, mais de la majorité de nos concitoyens et surtout de nos hommes politiques, cette idée qu'ils ont, mais qui est complètement fausse, qu'il existe une nation ukrainienne. L'Ukraine, c'est un patchwork qui a été recomposé tout au long du XXe siècle, de 1914 jusqu'à l'époque soviétique, jusqu'à nos jours. C'est un patchwork. On a enlevé des villes, on a remis des régions, on a donné d'autres, chacun en a donné ça, chacun en a pris un morceau. C'était les Allemands d'abord qui l'ont prise juste après Brest-Litovsk, puis ensuite ça va être les Soviétiques, puis ensuite il va y avoir des guerres intestines. La guerre en Russe, dans cette région-là, ne s'est pas arrêtée en 1945, mais en 1955. 1955, c'est pas si loin que ça. Et donc vous avez en fait des régions qui ont de fortes attaches traditionnelles. Alors qui remontent à quand? Alors toute la partie ouest, là, cette fameuse partie ouest, les Carpates, et avec Lvov, qui en est un petit peu l'épicentre, eh bien cette région-là, excusez quand même du peu, de 1795 à 1918, a fait partie intégrante de l'Empire austro-hongrois. Troisième partage de la Russie, de la Pologne, 1795, jusqu'en 1918. Que ces gens-là aient une volonté, comme vous dites, monsieur, et je suis d'accord avec vous, d'entrer dans l'Europe, moi je dis, venez avec moi à Lvov, je vous emmène à Lvov, très belle ville. Mais vous ne verrez pas de bulbe.
vous verrez des bâtiments qui sont ceux de la Mitteleuropa Europa. Vous êtes en plein cœur de cette Europe autrichienne, si vous voulez, du Bauhaus, au point de vue artistique, si vous voulez, pour être clair. Hein, vous les avez là. Et vous n'êtes pas du tout dans le monde slave. Que ces gens-là aient eu des velléités d'entrer à l'Ouest, ça peut se comprendre, si vous voulez. Mais ceux de l'Est, ceux de l'Est, qui ont fait la reconquête en 44-45 de l'Ukraine, l'armée rouge, excusez-moi, ça n'a pas été une promenade de tourisme. Hein. Les 3 armées russes qui se sont battues en Ukraine ont eu à affronter de la résistance qui était solide, puissante, forte. Et donc, par conséquent, il y a entre tous ces peuples-là de fortes, si vous voulez, de forts héritages d'opposition, de non-compréhension. Et le problème, c'est justement cette juxtaposition. Vous voyez, comme Khrouchtchev qui rattache la Crimée en 1956 à l'Ukraine, sauf la ville de Sébastopol. Mais vous voyez, pour vous donner une idée, Khrouchtchev, qui était ukrainien, rattache la Crimée à l'Ukraine. Parce que lui croyait que l'ère du communisme allait, après lui, ça dit, on allait passer au communisme réel. Quand on vous dit ça, eh bien, en 1991 et en 1997, je crois que c'est en 1997, lorsqu'il a fallu renégocier la présence de la flotte russe, vous vous rappelez? Et Sébastopol devait rester à la Russie jusqu'en 2049, je crois. Enfin, les Russes, pas les Ukrainiens, les Russes, ne se sont même pas souvenus du texte de Khrouchtchev qui avait rattaché la Crimée à l'Ukraine, à l'exception de la ville de Sébastopol qui restait au sein de la Fédération de Russie. Et donc, ils ont renégocié comme si Sébastopol avait été donné avec le paquet cadeau. C'est pour vous donner un petit peu ces moments d'aternement. Alors, aujourd'hui, pour en Ukraine, quel est le problème en Ukraine? Si vous voulez, si vous me permettez de vous dire comment moi je le ressens. D'abord, il y a des responsabilités multiples. Première responsabilité, les Ukrainiens. Il faut quand même vous dire que de 1991 à 2013, 2014, ils n'ont pas été capables d'élire un chef d'État digne de ce nom. C'était des chefs de clans qui passaient leur temps les uns ou les autres. Vous les prenez tous. Ils n'ont pas construit une seule espérance. Pas tant quand même. Oui, il y en a bien, mais ça, on n'atteint pas ce niveau-là, je ne crois pas. Heureusement, j'espère. Mais enfin, disons, vous avez des gens, des chefs d'État qui ont été ce qu'ils sont, mais qui n'avaient aucune notion de l'État. Ils étaient représentants d'un clan, d'un parti. Alors, avec des balancements, tantôt l'Ouest, tantôt l'Est. Si bien que chacun se partageait son... Première responsabilité. La deuxième responsabilité dans cette affaire-là, de l'Ukraine, qu'est-ce que c'est? Bien, il faut dire, la deuxième responsabilité, elle est américaine. Elle est américaine, et elle est américaine pourquoi? Les Américains n'ont toujours pas compris que le pacte de Varsovie a disparu, et que les Russes n'acceptent pas la survie de l'OTAN. Il faudrait changer de nom, au moins changer de nom. Mais l'OTAN est toujours là. Et surtout, ils ont donné de leur stratégie une idée qui sera complètement calamiteuse. Les révolutions de couleur qu'ils ont portées partout dans le monde, jusqu'en chez Kadyrov en Ouzbékistan. Eh bien, ces révolutions de couleur qui n'avaient qu'un seul but, renverser les pouvoirs en place et mettre à leur place des gens qui sont formés chez eux. Alors ça a marché en Lituanie, par exemple, c'est le cas aujourd'hui. La présidente lituanienne a fait toute sa carrière de femme au département d'État américain. Et elle se déclare aujourd'hui en guerre contre la Russie. Du délire. Là, on est dans le délire. Mais ils veulent mettre des gens à la frontière de la Russie pour... Alors, le résultat d'une stratégie comme celle-ci, qu'est-ce que ça vous donne? Ben, ça vous donne
la genèse d'abord de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, qui est aujourd'hui, pour moi, la grande puissance en devenir. C'est-à-dire l'Organisation de coopération de Shanghai, reposant sur la Russie et la Chine, avec tous les pays en ce temps au milieu, qui est une coopération économique, politique, mais aussi militaire. Et de ceci est en train de monter en puissance à une vitesse impressionnante. Voilà à quoi ça aboutit. Et il y a trois armes. Donc ils ont une politique absolument désastreuse, les Américains, dans ces régions, en soutenant. Comment vous pouvez expliquer, moi qui suis universitaire, comment je peux expliquer qu'un monsieur Obama, devant les étudiants de Harvard, repris ensuite par le vice-président monsieur Joe Biden, également devant les étudiants, déclare à pleine voix, en amphithéâtre, devant les étudiants, que la révolte de Maïdan a été organisée par les États-Unis d'Amérique et que le lendemain, George Soros dit qu'il a versé 3 milliards pour sa réussite, comment vous pouvez expliquer ça? Je veux dire, c'est eux qui le disent. Et donc, il y a une intervention volontaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sortis du discours de Fulton. Il faut marginaliser la Russie, la repousser vers l'Est le plus possible, pour affaiblir l'Europe au passage, etc. Alors aujourd'hui, et le troisième paramètre de la faiblesse, c'est évidemment l'Europe. Et aujourd'hui, l'Europe est, je dirais pour moi, pensez-moi d'employer ce terme de boxe, elle est un genou au sol, un knowdown, comme diraient les boxeurs. Elle est un knowdown, pourquoi? Ben parce qu'elle n'existe plus, l'Europe. Vous avez minimum 2 Europes. Vous avez une Europe de l'Est qui n'a qu'un seul credo qui s'appelle l'OTAN, oui, qui demande des fusées, qui demande des armements, qui sont prêts à accepter les bombes atomiques, qui sont prêts à tout ce que vous voulez, pourvu que ça soit américain. Et vous avez une Europe du Sud, dont fait partie en partie la France, l'Italie, l'Espagne, qui a une position beaucoup moins marquée dans ce sens-là. Le résultat de l'opération, eh bien que ça affaiblit complètement la puissance de l'Europe, très affaiblie, incapable de prendre des décisions, et la plus belle des décisions à venir, ça sera le traité transatlantique qui bloque sur tous les côtés. Les Américains se frottent les mains, parce que plus l'Europe sera en état de crise, plus elle acceptera le traité transatlantique, et donc plus les Américains auront leur intérêt. Mais ça, c'est quand même extraordinaire de voir ça. Et voilà ce que je peux vous dire sur ma perception de ce beau pays qu'est l'Ukraine. Car ça, c'est un très beau pays qu'est l'Ukraine. Et vous savez, j'ai vécu dans ce pays deux moments d'émotion. Un moment d'émotion, c'est quand j'étais à Sainte-Sophie, bien sûr, qui est mon église, qui est ma cathédrale, si on peut s'exprimer comme ceci, car j'étais enfermé dedans, avec mon collègue ukrainien décédé, et j'ai regardé graffito par graffito toute la composition de l'église et toutes les fresques de cette église. Et le second moment d'émotion que j'ai eu, je l'ai eu à Lviv, à Lvov. J'étais à Lvov, et j'avais avec moi le livre de Jonathan Little. Et vous savez, quand il montre le Waffen-SS qui arrive à Lvov, j'ai fait exactement le parcours qu'il fait, où il décrit qu'il voit le peuple chanter, danser autour des corps qui sont brûlés, qui sont massacrés. Et ces corps, qui sont-ils? Ce sont les corps des Juifs et des communistes. Car à cette époque-là, en 1941, Juif égale communiste et communiste égale Juif. Et ça, je refaisais ce parcours, je me suis dit, voilà, ce qu'est l'histoire, et il faudrait mieux le comprendre si on veut ramener la seule chose qui vaille au monde dans ces régions, c'est la paix. Mais pour retrouver la paix, eh bien moi, je retrouve Byzance et je retrouve les icasmes dont je me nourris spirituellement et intellectuellement. Sans nier la volonté destructrice de Clémenceau, que personne ne peut nier, est-ce que quand même le Vert se met cette graine de discorde avec les langues, l'émergence des nationalismes, etc. La France a une grave responsabilité aussi dans tout ça. Et avant même Clémenceau, je crois que le Vert était déjà en... Oui, mais toutes les révolutions, celle de 1830, celle de 1848, qui ont affecté terriblement cette Europe centrale, avec, comment il s'appelle, le poète hongrois que j'aime bien, Petőfi,
avec Petöfi en particulier, on le voit très bien à travers Petöfi, eh bien, vous le voyez, alors on a de la responsabilité, peut-être, certainement, mais si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, vous trouverez plein de références et plein de citations dans le texte. Ça, c'est le texte qui est dedans, dans le livre dans le livre dedans, vous trouvez tous les éléments. Il y a un passage qui est intéressant. Les Slaves disaient, vous voyez, avant que tout n'explose, hein, ils voyaient, vous savez à quoi ils œuvraient? Ils voulaient transformer l'empire d'Autriche-Hongrie d'un empire germanique en un empire slave, qui était majoritaire. C'est-à-dire que si on avait peut-être essayé de réunir tout cet ensemble, eh bien, il ne serait peut-être pas passé... il y avait, je dirais, au moins d'autres perspectives qu'on a rejetées. Vous avez tout à fait raison. Et c'est en cela que nous sommes responsables. Mais comme j'ai vu, moi qui ai appris le serbo-croate, qui me suis battu et qui ai toujours suivi mes amis serbes dans ces conflits dont on les a chargés de tous les maux d'une façon scandaleuse, eh bien, et que maintenant on déconstruit la langue serbo-croate qui avait été construite à cette époque-là. On l'a déconstruit. Les Croates ne veulent plus s'exprimer qu'en croate, les Serbes qu'en serbe, bien sûr, et ça fait des tensions. Vous voyez, nous sommes dans un monde qui a perdu toute réflexion, et on va vers ces affrontements. Et vous savez, quand j'étais à l'IHEDN, et je suis toujours à l'IHEDN, mais j'étais conférencier national. J'ai fait pendant 15 ans les conférences nationales de l'IHEDN. Et tous ceux qui m'ont entendu, donc vous voyez, il y a une quinzaine d'années, me disent « Finalement, vous n'aviez pas tout à fait tort ». Je leur disais que le plus grand problème du XXIe siècle ne sera pas de nous poser des questions sur le développement de la bombe atomique ou des vecteurs de bombe atomique, mais ce sera de désarmer les cultures. Car les cultures armées sont des éléments de déstabilisation absolument immaîtrisables. Regardez ce qui se passe avec la rive sud de la Méditerranée. Quand les cultures sont armées, je peux vous dire que l'approche est extraordinairement difficile, très compliquée, et c'est vraiment quelque chose de très très grave. Alors, je crois qu'il faut désarmer ces cultures pour que l'on puisse retrouver l'autre, et l'autre n'est rien d'autre que l'icône tout est où. La Macédoine n'est pas le prochain foyer. Oh, il y en a plein, il y a la Macédoine. Vous savez, non, parce que vous avez vu ce qui s'est passé en Macédoine. On a voulu déstabiliser la Macédoine, ça a tombé à l'eau. Les tensions sont trop importantes de l'autre côté musulman, côté islam. Si vous voulez, les tensions côté islamique sont quand même d'une autre nature et plus risquées. Et donc, par conséquent, je crois que les grandes puissances, la Macédoine, on a bien vu la tentative de déstabiliser la Macédoine a fait long feu, là, vous avez vu, ça a fait long feu, et je ne pense pas que l'Europe centrale, alors le sud, la Serbie va finir par entrer dans l'Europe parce que c'est une enclave. Je ne pense pas que ce soit là que les gros facteurs de tension se trouvent. Ils se trouveront certainement de l'autre côté, du côté de la Méditerranée, du côté de la Syrie et de l'Irak, qui sont des régions avec l'Azerbaïdjan qui pose beaucoup de problèmes actuellement. Donc il ne faudrait pas grand-chose. S'il n'y avait pas un homme comme Vladimir Poutine qui calme un peu le jeu dans ces régions-là, il est probable que ça aurait déjà bougé. Mais il tient bien, et l'organisation de Shanghai verrouille bien pour l'instant. Et est-ce qu'ils pourront le faire jusqu'au bout? Je n'en sais rien. Et ce chiisme et ce sunnisme, nous soutenons toujours le sunnisme contre le chiisme, alors que s'il y a une espérance dans l'islam, elle est évidemment du côté du chiisme. Et évidemment, car c'est une doctrine qui a eu ce coup de génie d'inventer le 12e imam, c'est-à-dire de remettre l'histoire dans le processus de la révélation. Donc la révélation pour les chiites s'inscrit dans un continuum, alors que pour les sunnites,
632. Mort du prophète. Vous voyez, c'est un autre monde. Ça sera plutôt vers là, ça pourrait se bouger. Et par l'écho ici. Comment? Par l'écho ici. Oui, Il ne faut pas oublier. Oui, bien la sûr. frontière est très mince. Bien sûr. Monsieur. Justement, avant que vous parliez du sunnisme et du chiisme, j'allais vous poser la question suivante, c'est le régime de l'Irak et de la Syrie, de la Libye aussi, entre autres, étaient des régimes alliés de la Russie. Oui. Et on peut considérer que les printemps arabes ont été plus ou moins, un peu d'ailleurs comme ce qui s'est passé en Ukraine, ont été plus ou moins encouragés par l'Occident. Oui. Par l'Occident. Même tout à fait. Et que les Russes, évidemment, l'ont vu d'un très mauvais œil, ce que je peux comprendre. L'Ukraine, la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que l'Ukraine, c'est un petit peu la goutte de trop pour les Russes? Est-ce que ça va pas un petit peu trop loin pour les Russes? Et est-ce que moi j'ai entendu plusieurs discours de Poutine qui ne passent pas à la télévision. Oui, bah ça, il n'en passe aucun, ou presque. Internet, il suffit de chercher. Et manifestement, à l'écouter, il a l'air de se préparer pour la guerre. Ou en tout cas pour la confrontation avec l'Ouest. Merci de votre question parce qu'elle est très à l'ordre du jour actuellement. J'en vends dans ma bonne ville d'Arras. J'ai même vu, avant de partir ce matin, un texte qui m'a été envoyé. Poutine s'en va en guerre. Alors, là-dessus, ce que moi je vous donne, ce que je ressens, étant très souvent, je passe la moitié de l'année en Russie, je connais pas trop mal la Russie, je ne pense pas que la Russie soit dans une démarche belliqueuse à court terme. Je m'explique. La Russie, et l'armée russe, il faut le savoir, a été déstabilisée par l'effondrement du bloc soviétique en 1991. On a vu ce qui s'est passé en Tchétchénie. C'était dramatique pour l'armée russe. Des soldats de la région de Pskov anéantis sur le tarmac de l'avion dont ils débarquaient, ça vous donne une petite idée, sans parler de tous les procès pour viol et compagnie qu'il y a eu, une décomposition. L'armée n'est jamais que l'image de la nation. Quand la nation est décomposée, l'armée est décomposée de la même façon. On s'est rendu compte. Le mérite de Poutine, c'est d'avoir certainement restabilisé ses ensembles. Et d'une part, il a restabilisé son pays en lui redonnant d'abord une démographie. Vous savez, tous les chantres qui m'expliquaient qu'en 2015 ou 2016, la Russie passerait en dessous les 100 000 habitants, je peux vous sortir leur texte. Où sont-ils aujourd'hui, ces grands démographes, ces experts? J'aime beaucoup le titre, parce que c'est un titre que vous pouvez vous attribuer sans aucune référence. C'est le seul titre qui soit intéressant, expert. Eh bien, on a vu ce que ça donnait. Ils ont 143 millions d'habitants, ce qui veut dire que la Russie a repris un positif de naissance démographique, et c'est très important. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il ne faut jamais oublier ça chez les Russes. Les Russes, il faut faire le bilan. Quand on parle de guerre, on fait le bilan. Première guerre mondiale, ils ont plus de tués que les Français, en nombre absolu. Un peu plus que les Français, 300 000 de plus que les Français. Encore qu'ils sont arrêtés en 17, donc ça vous donne une petite chose. Ensuite, la Révolution. 1917-1930, où ils se sont battus. Ensuite, vous avez les grandes purges auxquelles vous faisiez allusion, l'Holodomor, qui d'ailleurs au passage n'a rien d'ukrainien. C'est encore un scandale de l'histoire. L'Holodomor, qu'est-ce que c'est? C'est la famine organisée par Staline, non pas contre les Ukrainiens, mais pour éradiquer une caste que l'on appelle les koulaks. Et il y a eu plus de morts en Russie qu'il y en a eu en Ukraine avec ça. Alors qu'on arrête de faire semblant de trahir. Vous savez, l'histoire est complètement manœuvrée là-dedans. Il y a eu ça, vous faites le bilan. Ensuite, vous avez la guerre d'Afghanistan.
La Deuxième Guerre mondiale, pardon. La Deuxième Guerre mondiale, 25 millions de morts. Vous avez la guerre d'Afghanistan, les fameuses tulipes noires. Hein, vous savez l'expression tulipe noire, c'est le nom par lequel on désignait les avions qui revenaient d'Afghanistan avec des corps. Hein, c'est énorme, ils ont perdu beaucoup de monde là-bas. Hein. Vous avez l'Afghanistan. Donc, quand vous faites le bilan de tout ça, les Russes, si vous voulez, ont donné aux guerres un nombre d'hommes extraordinaire. Donc, je pense que ça pèse dans le choix. Ils ne sont pas ce n'est pas un peuple qui cherche à aller au combat, en guerre. Le troisième élément qui est important, et qui malheureusement là est plus grave, ce n'est pas... Poutine ne cherche pas à aller à la guerre. Je ne pense pas, et il n'ira pas. Mais il est en train de reprendre la course aux armements. Il est en train de se doter d'une puissance militaire moderne, technologiquement très au point, le dernier char qui a été présenté, qui est un instrument d'une politique. Vous voyez ce que je veux dire, qui est l'instrument d'une politique. Et donc, je pense que pour l'instant, on en est là, et qu'il n'a aucune velléité d'attaquer, et je ne pense pas que les Américains l'aient de leur côté, eux aussi, parce qu'eux aussi ont des problèmes. Alors, si vous voulez, ça c'est très important. Donc, je ne les vois pas porteurs, si vous voulez, d'un esprit de guerre, au moins dans le court terme. Quant à leur attitude est une attitude politique. Et vous qui avez lu le discours de Waldheim, vous le savez aussi bien que moi, dans le discours de Waldheim, il explique de A à Z, il veut rebâtir les grands équilibres, notamment l'ONU, et les grands équilibres internationaux qui devraient être des institutions de stabilisation et non pas des institutions au service d'intérêts particuliers. Sous-entendu de certains États, vous voyez à qui ils pensent. Et donc, par conséquent, ce qu'il a voulu dire avec l'Ukraine, il a voulu dire, je pense que Poutine a voulu dire stop. Il y a un moment donné où on est obligé de dire stop. Lorsqu'ils ont attaqué, ils ont voulu liquider Karimov, les Américains avec la révolution de couleur. Et vous savez que Karimov, en Ouzbékistan, a fait sortir ses vieux T-34. On ne sait pas combien il y a eu de victimes. 1000, 3000, on ne sait pas. Les ONG ont immédiatement dit « Oh, direction tribunal international de La Haye ». Et Karimov répond « Chiche, j'y vais ». Alors les ONG sont dit « il y a quelque chose qui ne va pas là ». Alors je peux vous donner la clé, je sais ce qui ne va pas, parce que moi j'ai eu les textes entre les mains. Donc je sais très bien pourquoi il a dit ça. Mais tout simplement, en réprimant dans le sang, c'est vrai qu'il l'a réprimé dans le sang, le soulèvement. Il a mis la main sur la totalité des documents qui montrent que la France, jusqu'ici, les Américains, jusqu'ici, l'Europe, jusqu'ici, ont organisé, fomenté, instrumentalisé toute la révolution. Et curieusement, tout le monde a retiré ses plaintes. Et il n'y a pas eu de procès. Et personne ne s'est demandé, personne ne s'est demandé pourquoi toutes les ONG ont retiré leurs plaintes. Ça pose un certain nombre de problèmes. Mais comme tout pose problème avec ce pays-là. Vous avez entendu parler du MH17, l'avion de touristes de Malaysian Airlines qui a été abattu sur le Donbass. Vous savez ce qui s'est passé? Mais ils ont choisi de passer par-dessus l'Ukraine parce que ça leur faisait gagner de l'argent sur l'Ukraine. C'est plus compliqué que ça. Alors maintenant, on sait très bien ce qui s'est passé. On a tous les éléments. Mais vous voyez, je vous le dis, ça pourquoi? On sait même qui était aux commandes de l'avion et qui l'a abattu, parce qu'il n'a pas été abattu par un bouc, par une fusée, il est abattu par un tir en latéral. Il suffit Par un autre avion? Par un autre avion, par un Sukhoi 25, donc qui a été piloté par le capitaine Ivanov. On sait tout, on a tout. On a les photos satellites des Américains, on a les photos satellites des Russes. On pouvait les croiser sur les mêmes, ça se recoupe tout. On connaît tout. Seulement, les Pays-Bas, qui sont pourtant des pays très soucieux de leur population, et c'est tout à leur mérite, comment ça se fait qu'ils ne demandent pas que ça soit publié
Comment ça se fait qu'on attende un an ou deux? Parce que quand on va donner des éléments de réponse à la fin de l'année 2015, MH17, ah oui, les gens ne sauront même plus de quoi ils retournent. Et c'est-à-dire que volontairement, on ne l'a pas donné parce que l'avion en question a été détourné de sa ligne de vol. Ça, on le sait. Il était 400 km plus au sud. Il n'était pas à la hauteur qu'il devait accepter, sur laquelle il devait être. Et qui a donné l'ordre? Pourquoi à Kiev, on n'a jamais donné les conversations entre la tour de contrôle et l'avion? Parce qu'elles vont révéler tous ces éléments-là. Quoi? C'est-à-dire qu'on a ramené l'avion en direction de Kiev dans une zone où on pouvait l'atteindre facilement, où c'était clair. Il était dans une zone nuageuse, on l'a ramené dans une zone claire, on l'a fait descendre, et là il était une proie très facile pour un Sukhoi qui l'a abattu, et il est tombé, vous le savez. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pour une raison très simple qu'on connaît bien. Parce que quand il a été abattu, monsieur, les révoltés du Donetsk, les troupes du Donetsk, les pro-russes, voilà. Les pro-russes étaient dans une dynamique d'avancement qui allait les amener très rapidement au bord du Dniepr. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait arrêter cette dynamique. Pour arrêter cette dynamique sans envoyer de chars, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste à créer un événement international, je dirais, de cœur. Les gens vont monter sur leur créneau et on arrête. Et ça a stoppé l'offensive. Et c'est ça qui s'est passé. Il fallait à tout prix bloquer l'offensive des gens de Dniepr. Et ils l'ont réussi. Ça a très bien marché. Mais maintenant, on sait tout. Les universités américaines, celle de Los Angeles, avec qui j'ai partagé tous ces éléments, a fait tout un dossier très clair, toutes les photos y sont. Aucun de nos médias ne le dit. C'est-à-dire que nous vivons, et ça, la prise de conscience qu'il faut avoir, c'est que nous vivons aujourd'hui en France et en Europe dans des pays qui sont totalement sous la coupe de l'information. Oui, mais le Sukhoi, c'est un avion russe. Oui, mais qui en est équipé de l'armée ukrainienne. Alors, personne ne nous le dit. Alors, moi, je dis que l'information, dans une société qui se veut démocratique, eh bien, là, il n'y a pas de démocratie quand il n'y a pas d'information. C'est aussi simple que ça. Et par exemple, quand c'est saoulé la nuit, des salles de sources sûres, je sais, c'est complètement sous le matin. C'est très possible. Mais le tout, il fallait absolument stopper l'avance des gens du Donetsk et du Donbass, et évidemment, en créant un phénomène dramatique comme celui-ci, ça a stoppé. On ne peut plus aller plus loin. Donc c'est les Ukrainiens qui ont abattu l'avion. Oui, et qui ont donné l'ordre. Et c'est un de leurs pilotes qui l'a abattu. On le sait très bien. Et pourquoi est-ce qu'on ne publie pas ces Parce que les médias, justement. Non, c'est pas les médias. Non, c'est pas les médias. Oui, bien sûr. Oui, alors je vous pose la question. Pourquoi vous ne publiez pas ces preuves? Mais vous savez, publier, on pourrait publier, mais les universités américaines les ont publiés sur le web, elles y sont toutes, hein, tout y est sur le web. Faudrait que je... Sur le web, il y a aussi... il y a à prendre et à laisser. Des données qui prouvent que le 9 septembre, je sais pas quoi, le 11 septembre, c'était un complot juif. Ah oui, non, mais oui, ça c'est... oui, mais si vous voulez, il faut regarder d'où ça vient. Là, ce sont les universités américaines qui l'ont bien fait, qui ont fait leur travail. Ceci dit, c'est quand même bien connu que l'OTAN et le Mossad israélien sont spécialisés dans les faux attentats. Bien sûr. Le premier a été monté contre Cuba. Oui. C'est bien connu, hein, le système. Alors, moi je dis, les gens ne le disent pas, dites-le pas. Vous savez, les médias, moi je ne sais pas. Vous savez, je reste tranquillement dans mon Les Russes, pourquoi ils ne les publient pas? C'est publié. En Russie, on les a, mais ça ne va pas Il y avait donner... plusieurs versions. S'ils le publient, c'est pas que ça. ils vont vous donner quoi? Vous allez être Pas critiqué. définitif. Et on va les traiter de provocateurs, on va les traiter... Vous savez, M. Lavrov,
Sergueï Lavrov a déclaré il y a 3 semaines à peu près qu'il ne démentirait plus les informations rapportant l'arrivée des chars russes en Ukraine. Parce qu'il dit tous les jours, il faudrait que je fasse une remarque, alors que tout le monde sait qu'il n'y en a pas. La preuve, le général... Mais écoutez, on parlait des médias. Le général français qui commande le renseignement passe à l'Assemblée nationale de la France, devant la commission d'enquête, sur cette question. Il est filmé, eh bien, vous avez et dans lequel il dit on n'a aucune preuve, on n'en a jamais eu de l'arrivée de l'armée russe officielle, structurée, constituée en territoire ukrainien. Vous avez un exemple, et il vous dit en prime, à la fin de son intervention, que l'OTAN est dans disons, une démarche de renseignement qui est à 95% américain, que les Français sont marginalisés. C'est un général français qui dit ça. Pas un seul de nos journaux n'a repris l'information. Comment il s'appelle? Gamis. Vous le trouverez, il est sur le web. Vous trouverez le petit encart. Donc vous voyez, le problème c'est que faut voir ce qui intéresse les gens. On est dans une société de médiatisation du superficiel, et cette médiatisation du superficiel permet de faire passer tout le reste pour pertes et profits. On est plus intéressé par le prénom de la fille de Kate. C'est volontaire, ça. Oui, mais c'est pas anodin. Vous voyez, je veux dire, moi je m'amuse, si on peut dire qu'on s'amuse, vous savez, quand vous ouvrez votre page, vous avez des ordinateurs comme moi j'ouvre ma page, puis je vois des titres qui apparaissent, Google, et vous avez la page. Eh bien, vous faites la séquence, vous voyez de quoi on parle. Mais vous allez voir, c'est de quoi on parle. Majoritaire, ça sera le people. C'est du people, savoir si les joueurs de football ont ceci ou cela, ce qu'a dit Zlatan Ibrahimovic. Sur M. Hollande, on n'a pas grand-chose à dire. Oui, mais on a si vous voulez, on a des journalistes d'investigation. Oui, on a plein de choses à dire. Regardez ce qu'a dit, c'était très, à propos, vous parlez des programmes, regardez Pierre Nora. Pierre Nora, c'est quand même l'homme des lieux de mémoire, les 3 tomes sur les lieux de mémoire en France. C'est l'homme qui a introduit la morale dans l'histoire avec les lieux de mémoire. À la Sorbonne avant-hier, il y a quelques jours, il y a eu la réunion, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il fallait absolument sortir de l'histoire la morale et la rebâtir avec des faits. Je suis entièrement d'accord avec lui d'ailleurs, totalement d'accord avec lui. Le discours de Nora dans les journaux. C'est à la Sorbonne, c'est à 8 jours. C'est-à-dire qu'on a un problème, et on a un problème d'information qui n'est pas propre à nous. Moi, comment je me renseigne? Je me renseigne avec la Russie. Je me renseigne avec 3 choses. Je lis les journaux russes, d'abord. Je vais avoir leur point de vue, les Izvestia, comme ça, etc. Et je lis aussi, j'aime beaucoup Le Temps. Et les Belges ou les Suisses donnent beaucoup de bonnes informations, souvent je trouve, dans les journaux. Et alors les journaux économiques aussi donnent des choses très intéressantes. C'est-à-dire on est obligé de faire un panel et un journal auquel je suis abonné, il n'y en a qu'un, et qui va peut-être vous faire bondir, c'est Le Monde diplomatique. Et le dernier article de Jean-Pierre Chevènement sur la Russie et l'Ukraine. Je n'ai pas... je connais bien Jean-Pierre Chevènement, il n'y a pas une virgule enlevée, je le prends tel qu'il est. C'est un des rares journaux, alors c'est un journal engagé, certes, mais les articles sont de qualité, il y a une réflexion qu'on peut partager ou pas, ça c'est un autre problème, mais on a au moins de la substantifique moelle. Alors on peut la partager ou pas la partager, ça c'est un autre problème. Ce sont des articles qui ont des bibliographies, in fine. Ce sont des articles qui ouvrent. Eh bien, c'est le seul journal
auquel je me suis abonné pendant la guerre yougoslave, car c'est le seul journal français qui a demandé pardon à ses lecteurs pour avoir été pris dans la honte suscitée par la vision à la télévision de cette jeune fille pleurant en disant qu'elle avait été violée, que sa famille avait été tuée, etc. Et c'est le seul journal. On a retrouvé sa mère, on a retrouvé sa sœur, elle n'a jamais été violée, etc. Et quand on l'a interviewée, elle a dit « je faisais acte de guerre ». Mais que le journal s'excuse auprès de ses lecteurs, j'ai trouvé ça. Je dis bravo. Vous êtes élégant, voilà, c'était élégant. Vous avez le mot juste, madame. C'était élégant et respectueux. Il y a Sputnik quand même hein, qui renseigne en français. Actuellement, il y a Sputnik qui a remplacé Ariane Novosti, que je regarde régulièrement, mais j'interviens chez eux bientôt. Je m'en vais en Russie là et j'interviens chez eux. Je vais intervenir un peu chez eux aussi, mais je crois qu'il faut partager les sources d'information, celles des États-Unis, celles de la France, celle de l'Europe. Aujourd'hui, si on veut avoir une information, il faut se la faire soi-même. Il y a aussi une chose qu'il faut dire aux gens qui ne savent pas forcément à quel point les médias sont libres. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les dîners du siècle, entre autres. C'est les seuls où les grands chefs, patrons de chaînes télévisuelles et journaux font des réunions plus ou moins secrètes avec les dirigeants de l'OTAN et des États-Unis pour fixer l'ordre du jour et plus ou moins, par exemple, un chat, la propagande qu'il faut distiller dans les médias en vue d'une guerre ou des événements. Vous avez raison, C'est secret, mais c'est. Oh, mais il y a plein de cercles qui fonctionnent et qui se donnent. À l'école militaire, l'autre jour, j'ai fait sur l'Ukraine et sur l'Europe. C'était très intéressant, il y avait plein d'ambassadeurs. Voilà. Merci en tous les cas de votre écoute.